Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. La grippe aviaire pourrait faire des millions de morts si elle mute et se transmet à l'homme. Hypothèse prise très au sérieux par l'Organisation mondiale de la santé qui lance un appel solennel. Il faut faire vite. La Chine, à son tour, est contaminée. Les hommages de l'Assemblée nationale pour Hu Jintao, mais l'allocution du président chinois a été boycottée par plusieurs dizaines de députés qui parlent de complaisance de la France. Les droits de l'homme ont tout de même été évoqués dans une déclaration conjointe pour relancer le partenariat entre Paris et Pékin. Les accusations d'un journal irakien, Saddam Hussein, aurait récompensé ses soutiens étrangers en distribuant des milliers de barils de pétrole. Une liste de 267 personnes aurait été retrouvée. Il y a 11 Français, dont Charles Pasqua, qui dément. Enquête et réaction désintéressée. La neige a calmi sur l'est de la France. La nuit dernière, 22 collégiens partis en randonnée dans les Vosges l'ont échappé belle. Perdus dans la tempête, ils ont passé une partie de la nuit dans la forêt. Un policier en permanence dans l'enceinte du lycée. L'expérience annoncée au début de l'année va commencer à Villeneuve-la-Garenne. Elle pourrait être étendue à tous les établissements qui en font la demande. Enfin, les révélations pour France 2 du coureur cycliste Philippe Gaumont, mis en examen récemment pour dopage. Rien n'a changé depuis l'affaire Festina, dit-il. Pour commencer donc l'épidémie de grippe aviaire, car le phénomène a brusquement changé de dimension aujourd'hui avec cette déclaration de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La maladie a le potentiel pour tuer des millions de gens parce qu'elle pourrait se combiner au virus de la grippe. Réalisme ou alarmisme, en tout cas c'est le branle-bas de combat dans les organisations internationales. On compte, je vous le rappelle, 8 morts déjà et 10 pays touchés. Florence Malik. Dans cet élevage en Thaïlande sommeille une bombe à retardement. Le virus qui a contaminé ces volailles est particulièrement virulent. Des millions de poulets sont éliminés partout en Asie. Les paysans les enterrent à la va-vite ou les jettent, parfois vivants, dans les rivières. De quoi inquiéter les experts qui redoutent la transmission massive et rapide du virus chez l'homme, avec des millions de morts en perspective. Le virus peut causer d'énormes dégâts dans un organisme affaibli. Si le virus de la grippe aviaire et le virus de la grippe humaine se mélangent dans le corps d'une même personne, alors il existe un risque considérable que le fruit de ce mélange soit très infectieux. C'est cette forme de virus mutant qui a causé la mort aujourd'hui de ce garçonnet de 6 ans en Thaïlande. Aujourd'hui, 10 pays asiatiques sont touchés par la grippe du poulet. Ce n'est pas en ingérant viande et œufs cuits que l'homme contracte ce virus, mais en respirant des poussières contaminées par les plumes ou les fientes de poulet. Le virus peut aussi faire des ravages chez le porc. Il est recommandé dans un foyer d'infection animale portant sur des oiseaux d'abattre également les porcs pour supprimer ce risque. Il y a urgence à stopper net cette épidémie. Aucun vaccin n'est actuellement disponible. La deuxième journée de la visite du président chinois en France, journée marquée par la politique et la controverse sur les droits de l'homme, avec d'abord cette image qui restera dans les mémoires, celle de Hu Jintao à l'Assemblée s'adressant aux députés. Certains avaient décidé de boycotter la séance. Alexandre Cara, Frédéric Faure. Place de la Concorde bouclée et convoi exceptionnel pour l'arrivée du président chinois à l'Assemblée nationale. Invité par Jean-Louis Debré, Hu Jintao est le 13e chef d'État à s'exprimer devant les députés. À la tribune, son discours a des accents d'abord économiques, mais s'attarde peu sur la question des droits de l'homme. D'ailleurs, l'hémicycle est clairsemé, près de la moitié des députés sont absents, et pour cause, la visite du président chinois fait débat. Je rappelle qu'il y a des enjeux, que nous avons des grandes entreprises à l'international, on pense à Airbus, on pense à EADS, on pense au fait qu'il y a des Américains, des Allemands, des grands pays mondiaux qui ont investi là-bas, qui ont pris des parts de marché, et tout ça c'est en moins pour l'économie française. Il faut quand même rappeler que la Chine, c'est l'exécution sommaire de syndicalistes, d'opposants, de ceux qui réclament un peu plus de démocratie. Et si Jean-Louis Debré évoque dans son discours de bienvenue la démocratie, il le fait en termes très diplomatiques. À l'invitation de la République, je veux à cet égard exprimer le grand espoir qui est le nôtre, de voir la Chine réussir sa rénovation politique au rythme qu'elle aura choisi, aussi brillamment qu'elle accomplisse sa modernisation économique. Moins diplomate, un député a choisi de se bâillonner pendant le discours. Il explique son geste. Le fait que la Chine, qui est une dictature, pays dans lequel les droits de l'homme ne sont pas respectés, où la liberté est bâillonnée.
À quelques centaines de mètres de là, les défenseurs du Tibet et des droits de l'homme manifestent. Aux côtés de Jack Lang ou de Noël Mamère, on trouve un député de la majorité, moins habitué de ce genre de démonstration, mais tout aussi véhément à l'égard du président chinois. Je lui reproche surtout d'avoir rompu tout dialogue avec les représentants tibétains, avec le Dalai Lama, et puis surtout d'aller exécuter dans quelques jours un moine tibétain dans la plus grande indifférence. Si la visite du président chinois s'est déroulée sans incident, elle laissera sans doute à de nombreux députés le sentiment d'un malaise durable. Les droits de l'homme évoqués, et tout de même, dans une déclaration conjointe signée ce matin entre Jacques Chirac et Hu Jintao, mais la formulation est restée très souple. Dès hier soir, les deux hommes s'étaient retrouvés avec leurs épouses pour un dîner officiel à l'Élysée. Jérôme Bonny à la location. Les présidents chinois et français et leurs épouses sur leur 31, hier soir, à l'Élysée, pour célébrer l'entente cordiale. Parmi les invités qui ont le plus de succès, il y a les couples ministériels de l'Éducation nationale et de l'Intérieur. Cécilia et Nicolas Sarkozy reviennent tout juste d'un voyage en Chine. Mais c'est sans conteste Roselyne Bachelot, ministre de l'Environnement, qui gagne la faveur des photographes. Sous les lambris de la salle des fêtes, 220 invités autour de Madame Liu Yongqing, l'épouse du président Hu, qu'il a rencontré quand ils étudiaient dans la même université. À votre santé, lance le président chinois aux convives, parmi lesquels de nombreux patrons français. Aujourd'hui, les abords des Champs-Élysées sont bloqués, mais les coups de klaxon ne parviennent pas aux oreilles présidentielles. L'heure est solennelle, il s'agit de signer une déclaration commune où, pour la première fois, figurent les termes de droits de l'homme et de liberté fondamentale. Et la croissance économique impressionnante de la Chine, impressionnante et durable de la Chine, doit l'inviter certainement à progresser résolument dans la voie de la démocratie et des libertés. Pour les deux présidents, c'est un peu donnant-donnant. Le Français s'oppose à l'indépendance de Taïwan, l'île rebelle, et le Chinois annonce l'achat de 21 Airbus. Ce soir, le président Hu Jintao dîne au restaurant de la Tour Eiffel, illuminé de rouge, pour l'année du singe. Et puis rappelons que Paris réclame aussi au sein de l'Union européenne la levée de l'embargo sur les ventes d'armes à la Chine. Thierry Tuillier nous a rejoint. Bonsoir Thierry, vous avez suivi cette journée. Alors pour poser la question clairement, la France en fait-elle trop ou pas? Écoutez David, la question est évidemment sur toutes les lèvres et certains spécialistes de la Chine font remarquer que si les bonnes relations politiques entre les deux pays doivent permettre à la France de gagner des parts de marché en Chine, c'est une double illusion. D'abord parce qu'aujourd'hui son partenariat déjà ancien avec Pékin n'empêche pas la France d'être à la traîne, par exemple, de l'Allemagne dans le domaine commercial. Illusion aussi car en Chine, la réelle politique détermine tout le reste. Autrement dit, les Chinois achètent aux meilleurs clients sans être trop regardants sur les déclarations d'amitié. Mais le pari de Jacques Chirac, qui aime, vous le savez, la culture chinoise et tout autre, la France considère que les deux pays ont aujourd'hui des intérêts stratégiques communs, contrebalancer la puissance américaine dans un monde multipolaire, et la Chine, avec son poids économique et militaire grandissant, est perçue comme un allié de circonstance et non pas comme une menace. Pour l'avenir, vous l'avez compris, c'est un pari risqué car le monde multipolaire vu de Pékin est avant tout constitué, il faut le dire, de deux pôles concurrents, les États-Unis et la Chine, une vision très éloignée de celle de la France. Merci Thierry pour cet éclairage. Le régime de Pékin, en tout cas, n'a pas relâché ces derniers mois, ces dernières années, la pression contre les dissidents. Récemment encore, plusieurs militants démocrates ont été condamnés à des peines de 3 à 8 ans de prison. Et puis, 15 ans après, une énigme demeure. Qu'est devenu l'homme qui avait bravé les chars sur la place Tiananmen? L'image, vous allez la revoir, avait marqué les esprits, mais le sort de cet homme reste un mystère. Maryse Burgou. C'est un inconnu, c'est aussi le Chinois le plus célèbre de la planète. C'est un homme ordinaire portant à la main un sac en plastique, un homme ordinaire accomplissant un geste extraordinaire. Seul face à une colonne de chars, il tente de l'empêcher de progresser. En ce 5 juin 1989, les blindés sécurisent Tiananmen. La veille, plusieurs centaines d'étudiants ont été tués, écrasés par des blindés ou abattus sur cette place. Pourtant, l'homme escalade le char avec une audace effarante. Il veut, semble-t-il, parler au conducteur, le convaincre peut-être de reculer.
15 ans plus tard, le mystère reste entier sur ce qu'il est devenu. Est-il mort? Est-il vivant? Aucune certitude. Selon plusieurs organisations humanitaires, il s'appelait Wang Weiling, avait 19 ans et était ouvrier. Des témoins l'auraient formellement identifié dans une prison quelques jours après les faits. On a tout lieu de penser qu'il a été exécuté, car à ce moment-là, la répression s'est abattue prioritairement sur les ouvriers de Pékin qui avaient participé au mouvement aux côtés des étudiants, car le régime chinois craignait avant tout que cette révolte puisse gagner la classe ouvrière. Voici la dernière image que nous possédions de ce soldat inconnu. Les hommes qui l'entraînent, sont-ils des amis qui cherchent à le protéger ou plutôt des policiers en civil qui vont l'arrêter? À cette question non plus, pas de réponse. Voilà pour la situation en Chine. Autre aspect du rapprochement entre Paris et Pékin, il est culturel. Ainsi, de plus en plus de lycéens choisissent le chinois comme première ou seconde langue. Reportage Julia Delage, Alexandra Renard. Pas facile de prononcer le nom du président chinois. Et pourtant, ces élèves de seconde pratiquent cette langue depuis 5 ans maintenant. Pas facile non plus d'appréhender la réalité de la Chine d'aujourd'hui. Il ouvre la Chine aux autres pays étrangers. Je pense que c'est important, c'est un dialogue. Je pense que maintenant le gouvernement s'est plus ouvert, donc ils essaient de s'adapter par rapport aux droits de l'homme. Si fascinant le chinois qu'on l'apprend même dès la 6e au lycée La Fontaine. Un peu poussés par des parents désireux d'assurer leur avenir, les enfants, eux, ne rêvent pas encore de commerce international. Comme c'est hyper grand, déjà il y a beaucoup de montagnes, Himalaya et tout ça, et on doit être souvent tous regroupés sur les plages, des trucs comme ça. Et hier en fait on a fêté le nouvel an chinois en mangeant des spécialités et on a parlé du défilé. Qu'est-ce que tu as préféré dans le défilé? Moi j'ai préféré les anges et les chichis. C'est quoi les chichis? Les chichis c'est une espèce de petit dragon tout petit. Comment tu vois la Chine? Avec plein de temples. De rues avec des pousse-pousse. Mais derrière les rêves, une réalité, la Chine est la 5e puissance économique mondiale. Plus tard, sur le plan professionnel, c'est forcément un plus pour eux, un atout de savoir parler une langue qui est quand même parlée par 1,3 milliard de personnes au monde. Des atouts qui attirent. À la rentrée 2000, 5000 élèves étudiaient le chinois. 3 ans plus tard, ils sont plus de 7600. On en vient maintenant à cette affaire irakienne qui s'invite dans la politique française. D'après un quotidien de Bagdad, Saddam Hussein récompensait pour service rendu des personnalités qui défendaient les intérêts du régime. Il leur offrait des barils de pétrole. Des listes auraient été retrouvées dans les palais présidentiels. 267 personnes, dont 11 Français. Charles Pasqua par exemple. On l'entendra dans un instant. Alors info ou intox, d'abord l'enquête à Bagdad de nos envoyés spéciaux Stéphane Bretner, Philippe Jasselin. Voilà un patron heureux de nous montrer sa rédaction. Karim Fakhri a créé Al-Mada au mois de juin dernier et il tient son premier scoop. Son journal publie une liste de 267 personnalités ayant bénéficié de pots de vin versés par Saddam Hussein. On y trouve de tout. Ancien Premier ministre, parlementaires, associations, patrons d'entreprises de 44 pays. D'après le document, ces personnes ont été payées par des commissions prélevées sur des millions de barils de pétrole pendant l'embargo. Ces documents sont officiels, je vous l'assure. Qui aurait intérêt à faire des faux? Des gens nous ont même appelés pour confirmer ces informations. Je ne vous dirai pas ma source, mais avec les pillages après-guerre, on trouve des documents de ce genre partout à Bagdad. Et pour nous convaincre, Karim Fakhri nous montre la photocopie des originaux qu'il garde en lieu sûr, nous dit-il. Là, c'est l'entête du ministère du pétrole. Ce contrat a été signé par le cousin de Saddam Hussein. Parmi ces personnalités, 11 Français, dont Charles Pasqua. Charles Pasqua, il a eu 4 millions de barils pour juin 2001, 4 millions pour juillet, 4 millions pour août. D'origine kurde, Karim Fakhri a toujours haï Saddam Hussein. Alors, certains l'accusent déjà de participer à une manipulation américaine pour discréditer les pays contre la guerre. Nous n'avons aucun rapport, ni avec les Américains, ni avec le gouvernement.
Le ministère du Pétrole s'est emparé de l'affaire ce matin. Il a décidé immédiatement d'engager des poursuites pour, dit-il, récupérer l'argent du peuple irakien. Oui, il y a 11 Français, 2 Américains. Alors en France, les personnes que nous avons pu joindre démentent vigoureusement, mais laissent entendre qu'un système de ce genre a pu exister, notamment dans le cadre des contrats pétrole contre nourriture. Explication Arnaud Boutet. Durant l'embargo, l'accord pétrole contre nourriture permettait à l'Irak de vendre des quantités limitées de pétrole sous le contrôle de l'ONU. Les contrats n'étaient pas signés avec des compagnies pétrolières étrangères, mais avec des intermédiaires qui touchaient des commissions. La liste fait apparaître le nom de 270 intermédiaires, dont celui de Charles Pasqua. L'intéressé dément pour lui-même, mais pas pour d'autres. Il était de notoriété publique que le gouvernement irakien aidait ou soutenait un certain nombre de gens. Mais vous n'avez qu'à prendre la liste de tous ceux qui sont allés en Irak et qui ont été reçus par Saddam Hussein. Vous y verrez plus clair. À partir des années 70, Saddam Hussein et la France ont entretenu des rapports privilégiés. Mais avec l'embargo, seuls les intermédiaires permettaient aux entreprises étrangères de passer des contrats. Aujourd'hui, quelques-uns de ces intermédiaires se défendent. Ils n'étaient pas payés par Saddam Hussein, mais par leurs clients étrangers. Alors lorsque le ministre du pétrole dit on va faire appel à Interpol, etc., pour que les gens rendent cet argent, il n'a pas à faire rendre aux entreprises françaises, aux entreprises russes, voire à des entreprises d'autres pays, une part de leurs bénéfices. Ce n'est pas de l'argent irakien, ce n'est pas de l'argent qui a été retiré aux Irakiens, ça ne coûtait rien aux Irakiens, ça ne coûtait qu'aux entreprises. Au fond, c'était comme une sorte de droit d'entrée sur un marché, si vous voulez. En aucun cas, il s'agit de largesse de Saddam Hussein. Et si du pétrole n'avait pas été vendu, il n'y aurait pas eu d'argent pour acheter des médicaments et de la nourriture. Tous les intermédiaires s'interrogent. Pourquoi cette liste, vraie ou fausse, est-elle publiée alors que la France tente de reprendre pied en Irak? 2 informations encore à propos de l'Irak. D'abord, l'ONU est désormais prête à revenir dans le jeu et à s'impliquer dans le processus électoral là-bas. Kofi Annan, en visite à Paris, annonce l'envoi d'une mission pour étudier la faisabilité de l'élection d'un parlement transitoire. Et puis, on l'a appris dans la soirée, 2 employés de la chaîne de télévision américaine CNN ont été tués dans une embuscade près de Bagdad. Il s'agit d'un producteur et d'un chauffeur. En France, la neige sur le nord du pays, le plus gros est passé. Ce matin, les transports scolaires ne fonctionnaient pas en Seine-et-Marne, par exemple, et les vols au départ et à l'arrivée à Roissy ont été retardés. Dans les 2 cas, tout est rentré dans l'ordre en début d'après-midi. Frayeur aussi à Belfort, où 22 collégiens partis en randonnée près du Ballon d'Alsace se sont perdus dans la tempête. Ils n'ont été retrouvés qu'en fin de soirée. Florence Bouquilla. L'alerte a été donnée hier soir grâce à un téléphone portable. 22 collégiens de Belfort et 3 professeurs sont perdus dans le froid et la neige, quelque part dans les montagnes du Ballon d'Alsace. Gendarmes et secouristes équipés de lampes frontales, altimètres et boussoles se lancent à leur recherche. Il leur faudra 3 heures pour finalement retrouver le groupe, transi à plus de 1100 mètres d'altitude. C'était très dangereux parce il y a beaucoup de corniches avec les chutes de neige récentes qui se sont passées en ce moment. Donc corniches, quelques barres rocheuses. Donc on a en cela été aidé par 2 accompagnateurs en moyenne montagne du secteur qui connaissaient bien l'endroit. Au matin, les premiers rescapés, enveloppés dans des couvertures de survie, arrivent à la caserne transformée en poste médical avancé. Nous avons 6 personnes en hypothermie modérée entre 34,5 et 35,5 et une personne qui a fait un malaise avec une perte de connaissance brève. Donc sur ces 7 personnes, a priori 4 risquent d'être évacuées pour contrôle sur l'hôpital de Remiremont. Les collégiens ont passé 14 heures dans la neige et le froid, une épreuve qu'ils ont traversée avec courage, affirme leur professeur. À des moments donnés où les élèves, je veux dire, par 2, par 3, ils perdaient un petit peu patience, puis après ils se remotivaient, puis c'était d'autres qui perdaient patience. J'ai toujours eu confiance. Personnellement, je leur ai dit ils vont venir. Et puis, c'est ce qui s'est passé, quoi. Une enquête devrait être ouverte afin de déterminer les responsabilités d'une randonnée entamée dans de très mauvaises conditions météorologiques. À propos d'école et de sécurité cette fois, cette première à Villeneuve-la-Garenne, un collège va accueillir en permanence un policier à l'intérieur de ses locaux. L'expérience est proposée depuis le début de l'année aux établissements qui le souhaitent. Le conseil d'administration a dit oui, même si les professeurs y sont opposés. Florence Griffon, Abdelzouyesh. Dans 10 jours, cette surveillante sera peut-être assistée d'un policier. Un vrai, mais sans armes et en civil.
C'est en tout cas ce que le conseil d'administration de ce collège a décidé la semaine dernière, de quoi déstabiliser les élèves. Je pense que l'école, c'est notre endroit, on apprend, c'est à nous, donc on n'a pas le droit de mettre un policier. C'est privé, c'est à nous, quoi. Moi, je pense que si le ministre de l'Intérieur a pris cette décision, c'est pour notre bien, nous, c'est pour notre sécurité. Et j'approuve ce qu'il fait. Ce midi, les enseignants ont voté en assemblée générale leur opposition à cette mesure. Ce n'est pas ce dont ont besoin nos élèves. On nous retire des surveillants, on nous retire des moyens, et à la place, on veut nous mettre un policier. C'est pas très logique. Si on commence à mélanger un peu tout, on peut se poser la question pourquoi nous, on n'irait pas faire des cours au commissariat. Le fait est que certains enseignants ont rencontré Nicolas Sarkozy pour lui faire part de leurs difficultés au sein du collège. Plusieurs incidents se sont produits récemment. Dernière en date, le jet d'une bouteille d'acide. Quand on s'adresse au ministre de l'Intérieur, on a évidemment une réponse qui est une réponse de nature policière. Les parents membres du conseil d'administration n'ont pas souhaité nous répondre. Pour la FCPE, en tout cas, ce dispositif est inacceptable. Aujourd'hui, on ne fait pas appel aux intelligences humaines, c'est-à-dire qu'on fait appel simplement à la peur. Est-ce que la peur a réglé dans notre société, quelque part, quelles que soient les questions d'ordre d'avenir et de perspective? Non. Les enseignants devraient rencontrer prochainement le ministre de l'Intérieur pour rediscuter de tout cela. Côté police, on s'affirme en tout cas prêt à tenter l'expérience. Oui, l'école où le début de l'année scolaire a été marqué, semble-t-il, par une recrudescence des incidents considérés comme graves, plus 10% selon les chiffres du ministère pour les 2 premiers mois, septembre-octobre, avec notamment une forte augmentation des injures à caractère raciste et des violences physiques à caractère sexuel, chiffre établi d'après les signalements des proviseurs. Comme il l'avait annoncé, Nicolas Sarkozy a présenté hier les 23 quartiers villes prioritaires en matière de sécurité pour 2004. 23 endroits exposés de façon récurrente aux violences urbaines, a-t-il indiqué lors de cette réunion, en présence des préfets concernés. Un point sera fait tous les 3 mois sur l'évolution des situations. Un exemple avec la ville de Vitry-le-François dans la Marne, Amaury Guibert, Francis Forget. Vitry-le-François, 17 000 habitants, 70% de logements sociaux. Des petites cités qui entourent le cœur historique de la ville. Des quartiers difficiles? Ici, beaucoup s'étonnent de les voir sur la liste du ministère de l'Intérieur. C'est Paris où c'est chaud, ou des villes comme ça, c'est pas... Vitry, c'est tout calme. On en reparle, d'accord. Même constat pour Abdallah Elimi. Il est animateur depuis près de 10 ans dans l'un des quartiers de la ville. Je me pose un peu la question à savoir ce qu'elle fait réellement sur cette liste. Et on peut prendre d'autres exemples de villes qui sont voire plus délinquantes, même largement plus délinquantes que Vitry-François, je pense. Et qui ne sont pas sur la liste. Et qui ne sont pas sur la liste. En fait, la situation s'est apaisée dans les quartiers de Vitry-le-François. Compétents sur le secteur, les gendarmes ont enregistré une baisse de la délinquance, moins 6% en 2003, avec notamment moins de voitures brûlées. Au 31 décembre, il était à peine minuit était passé de quelques minutes, qu'on a eu un incendie de véhicule. La nuit a été, on peut qualifier de relativement calme, comparé à d'habitude. Une délinquance en baisse, mais encore supérieure à la moyenne nationale. Alors le maire est satisfait de voir sa ville figurer sur la liste des quartiers sensibles, car cela impliquera plus de moyens, et ce n'est pas négligeable pour un élu local. Je suis le représentant de la population et à ce titre, je l'écoute. Et je mesure ses besoins et ses aspirations. Et aujourd'hui, la population dit, il y en a marre, nous voulons vivre en toute tranquillité. Des moyens à venir et ce qui a déjà été prévu, comme ces bars promises à la démolition, la rénovation, un autre moyen de lutter contre la délinquance. Et toujours à propos de délinquance, la première visite de la nouvelle secrétaire d'État au programme immobilier de la justice, Nicole Gage, visite à la prison de la Santé à Paris pour rencontrer des détenus, des surveillants. Nicole Gage indique qu'elle souhaite humaniser le monde pénitentiaire au moment même où la France est brocardée par un rapport du Comité européen de la prévention de la torture, qui dépend du Conseil de l'Europe. Les conditions de détention s'apparentent parfois à un traitement inhumain et dégradant, c'est ce qu'indique ce texte, qui insiste notamment sur le surpeuplement des prisons et l'augmentation des suicides. La Corse se rebiffe contre la violence et les plastiquages. Manifestation le week-end dernier à Piève, près de Bastia. Il y a 15 jours, un nouvel attentat avait éventré l'une des plus anciennes demeures du village. Jacques Cardoz, Marie-Pierre Cassignard. Ils ont décidé de rompre la loi du silence, de briser l'omerta. Les habitants du village de Piève se font les porte-parole d'une vallée de Haute-Corse touchée par une vague d'attentats inexpliqués. Ici, c'est la propriété du dessinateur Ciné qui a été entièrement détruite. Une construction récente qui n'a pas résisté. Un 6e attentat en 3 mois qui conduit à l'écœurement.
Une banderole dérisoire en guise de protestation et des mots pour faire changer les mentalités. Il faut que ça arrête, pour tout le monde, pour nos enfants, pour nos petits-enfants et pour notre canon. Si cette dame ne peut retenir ses larmes, c'est parce que le patrimoine de l'île n'est pas épargné. Cette maison de maître, 3 fois centenaire, s'est effondrée de l'intérieur, elle aussi, sous l'effet des explosifs. On peut quand même dire oui, ça suffit, oui, on en a marre, oui, on aimerait que cette violence s'arrête, oui, on aimerait vivre en paix, parce qu'on n'a pas mérité ça, déjà on n'a pas mérité ça. Et puis, bon, les murs ont des histoires, on est en train de démolir l'histoire de la Corse, là. Je pense que ça commence un peu à bouger, il y a des gens qui commencent à dire non et à le dire ouvertement, ce qui est bien. Un ras-le-bol que partagent les populations alentours. Ils étaient 500 dimanche sur la place du village à faire part de leur inquiétude. Il y a des jeunes qui aujourd'hui, peut-être, peuvent considérer que c'est leur culture. Et ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Mais si la parole se libère dans cette vallée, c'est aussi parce qu'on ne craint pas les poseurs de bombes qui se cachent derrière ces attentats. Pas de revendications politiques ni de menaces de raquettes. Du coup, la piste que privilégient les enquêteurs est pour le moins inattendue. Il s'agirait d'une bande de jeunes en quête d'une certaine réputation dans le milieu du banditisme. La loi contre les signes religieux à l'école, c'est demain qu'elle doit être adoptée en Conseil des ministres. Une loi qui reste populaire, semble-t-il, malgré les récentes controverses. 58% des Français pensent qu'elle sera effectivement applicable. D'après ce sondage BVA pour Libération, 38% sont d'un avis opposé. Au-delà de l'école, la question de la place de la religion est de plus en plus souvent posée. Ainsi, à Saint-Dizier, un gardien d'immeuble de confession musulmane a assigné l'office HLM en justice, son employeur. Il souhaite pouvoir se rendre à la prière le vendredi pendant ses heures de travail. Sur place, Yann Fronty, Grégory Vasseur. Ahmed Benaïssa travaille dans cette cité réputée sensible depuis 9 ans. Gardien d'immeuble, il est employé par la société d'HLM municipale. Je ramasse le pain, je ramasse tout, jusqu'à la nuit peut-être. Son contrat stipule qu'il doit respecter 35 heures d'astreinte, des horaires fixes pour effectuer son service d'entretien et de relations avec les locataires. Un emploi du temps qu'il conteste aujourd'hui. Musulman pratiquant, Ahmed Benaïssa réclame 1 heure de pause pour pouvoir aller prier à la mosquée chaque vendredi. Pas grand-chose selon lui. Nuit et jour, je suis constamment 24 et 24 sur le terrain. Alors ça suffit pas ça. Quand on a besoin de Benaïssa, on le trouve toujours chez lui. Alors pour quelle raison qu'il me refuse 1 heure pour aller prier? Alors ça veut dire quoi? Une demande pourtant jugée irrecevable. La direction des HLM répond qu'en l'acceptant, ce serait remettre en cause les principes de laïcité et de neutralité du service public. La question de M. Benaïssa est une question d'ordre privé. C'est une pratique qui ne concerne que lui, dont je n'ai pas à connaître. Et d'autres agents peuvent tout à fait légitimement me demander des autorisations ponctuelles d'absence, ponctuelles mais permanentes tout au cours de l'année, pour des raisons personnelles, aller chercher les enfants à l'école et qui désorganiserait complètement le service public. Demain, ce sera au tribunal administratif de statuer. Se sentant discriminé, Ahmed Benaïssa a en effet assigné son employeur en justice. Actualité sociale, une femme de ménage licenciée a obtenu 1 million d'euros au prud'homme. La société de nettoyage qui l'employait avait refusé de lui donner son attestation d'acédique. Elle était condamnée au RMI. 1 million d'euros, c'est énorme, mais la société a été placée entre-temps en redressement judiciaire. Peggy Leroy. C'est dans un tribunal des prud'hommes comme celui-ci que la décision a été prise. Une entreprise de nettoyage vient d'être condamnée à verser 1 million d'euros à une ancienne salariée. Pour pouvoir bénéficier du chômage, cet ex-employé, licencié en mars 2002, a réclamé pendant 21 mois son attestation acédique à son ancienne direction, sans succès. J'ai fait des photocopies de mes bulletins de salaire, j'ai tout fait, j'ai envoyé un recommandé, j'ai apporté un récipicier du recommandé, vous pouvez pas savoir, j'étais voir un syndicat, enfin j'ai fait le maximum, mais ça n'a jamais voulu bouger de cette histoire-là. Faute de pouvoir s'inscrire au chômage, Joël Bricou a vécu du RMI. La justice vient de lui donner raison, malheureusement l'ex-employeur est en redressement judiciaire. Elle n'a donc que très peu de chances de toucher son 1 million d'euros, mais pour son avocat, ce verdict prend tout de même valeur de symbole. Social toujours et politique, maintenant avec le retour de la gauche plurielle. PS, PC, Verts, PRG, chevènementistes, ils se sont tous retrouvés et ressoudés contre la politique sociale du gouvernement et notamment le projet de CDD de 5 ans, les fameux contrats de mission. Ça n'est pour l'instant qu'une proposition. Un texte commun a donc été publié dans la presse quotidienne régionale. Françoise David, Dominique Bonnet.
Il fut un temps déjà lointain où les dirigeants de la gauche plurielle se retrouvaient régulièrement, comme ici à l'approche des élections municipales de l'an 2000. Unis au gouvernement et majoritaires à l'Assemblée, PSPC, radicaux de gauche, verts et chevènementistes s'affichaient volontiers. Depuis, la gauche plurielle a explosé. Fini les rencontres multipartites. Aujourd'hui, c'est dans 12 quotidiens régionaux que se ressout de la gauche. De façon inédite et inattendue, les anciens alliés critiquent vigoureusement ensemble la politique sociale de la droite. Alors que François Fillon consulte les syndicats sur la réforme du marché de l'emploi, la gauche dénonce un démantèlement du droit du travail. Le projet de loi pour la mobilisation de l'emploi est une grave menace pour notre modèle social, écrivent les signataires. Quant au contrat de mission, un contrat à durée déterminée mais de très longue durée, il est vigoureusement combattu et condamné. C'est la gauche qui veut prendre ses responsabilités, c'est la gauche qui veut agir, c'est la gauche qui veut transformer, c'est la gauche qui ne veut pas être spectatrice, ou qui n'attend pas le malheur pour le pays ou l'échec pour le gouvernement en place. La gauche plurielle renaîtrait-elle donc de ses cendres? Pas si sûr pourtant. À chaque fois qu'on peut rassembler sur une position nette contre cette politique libérale, allons-y. Moi, je ne suis pas en désunion pour être en désunion. J'ai envie de l'union la plus large possible du mouvement populaire et des forces politiques à gauche, mais sur un contenu qui, cette fois-ci, ne déçoive pas les Français et les Français. Thermomètre de cette nouvelle forme d'union de la gauche, les résultats des élections régionales en mars prochain. La politique encore, mais aux États-Unis, les électeurs démocrates du New Hampshire ont commencé à voter par un froid glacial. Il y a 7 candidats à départager sur place. Alain Chalvron, Aaron Diamond. Les bureaux de vote ont ouvert à 7 h ce matin et la participation semble nettement plus élevée qu'il y a 4 ans. Le calme solitaire de l'électeur contraste avec l'ambiance enfiévrée des meetings. Beaucoup d'indécis ont fait le tour des candidats pour trouver celui qui est le plus proche de leurs idées. Et c'est souvent l'Irak qui fait la différence. En tant que vétéran, je suis contre cette guerre, qui a été décidée pour de mauvaises raisons. Sur ce sujet, les différences entre les candidats portent plus que sur des détails. Et Howard Dean est le plus radicalement anti-guerre. En Irak, Bush a fait le mauvais choix, tout comme les autres candidats, et notamment John Kerry. Et justement, John Kerry, le grand favori, est aussi le plus ambigu sur le sujet. En tant que sénateur, il a voté pour la guerre, et s'il regrette aujourd'hui que Bush n'ait pas su constituer une large coalition, ça n'est pas pour exonérer la France. Je crois qu'on n'a pas bien parlé entre les deux. Il y a les deux qui ont... Vraiment, c'est pas très bon, mais... Avec vous, ça va s'arranger. J'espère. Et cette ambiguïté trouble les électeurs. Il a voté pour la guerre, et il n'a pas l'intégrité de dire « j'ai commis une faute ». Pour les candidats, l'Irak est un sujet délicat. Vis-à-vis des militants, aujourd'hui, il faut être radicalement contre la guerre. Mais pour les électeurs en novembre, il faudra surtout ne pas avoir l'air d'avoir tiré dans le dos des soldats. Retour en France avec une nouvelle et troublante méthode pour soigner le stress. Elle est décrite dans un livre à grand tirage, Guérir, du psychiatre David Servan-Schreiber. Au cœur de ce procédé contesté, mais qui a de plus en plus d'adeptes, le mouvement des yeux. Regardez, Nathalie Sapena, Guillaume Fautra. Les yeux vont vraiment vous pénétrer de cette cible. Et dès que vous les ouvrez, je démarre le balayage. Une baguette magique et la séance peut commencer. Le MDR est une méthode qui soigne les traumatismes émotionnels par les mouvements des yeux. Une méthode déroutante qui a séduit Marie. Son compagnon est mort il y a 2 ans d'une tumeur au cerveau. Et Marie n'a pas surmonté ce deuil, ce qui se traduit par des angoisses, des pleurs irrépressibles, des insomnies. Bonne respiration. Marie doit se concentrer sur une scène particulièrement pénible, qu'elle a du mal à se remémorer sans pleurer. Mais au fur et à mesure, Marie prend du recul. À la fin de la séance, ce souvenir ne lui tire plus de larmes. Je suis triste pour lui, mais j'y peux rien. Donc, il y a quelque chose qui a changé. Cette première séance a duré 1 heure. Marie reviendra 2 ou 3 fois. Cette thérapie très brève suffit à surmonter des traumatismes, parfois vieux de plusieurs années. C'est loufoque, c'est complètement loufoque. C'est exactement ce que j'ai pensé la première fois en 1994, quand mon ami François Bonnel m'a présenté cette méthode. Je n'ai vu dans aucune autre thérapie, et j'en ai pratiqué plusieurs, qui soit aussi performante.
Le MDR existe depuis 15 ans, mais le grand public l'a découvert avec le livre à succès de David Servan-Schreiber. Pour ce psychiatre, cette méthode est promise à un bel avenir. 80% d'efficacité, c'est l'efficacité des antibiotiques dans la pneumonie chez les gens qui sont hospitalisés. C'est loin d'être nul. On n'a pas grand-chose en psychiatrie qui marche dans 80% des cas en si peu de séances. Pour l'instant, aucune étude scientifique n'explique comment une gymnastique des yeux aide à digérer les épreuves de la vie. Ce qui semble véritablement soigner les gens, c'est l'habituation répétée au souvenir du traumatisme. Plusieurs études ont montré que les mouvements oculaires n'étaient pas nécessaires pour obtenir cette habituation. Mais pour Marie, pas de doute, il y a bien un avant et un après EMDR. J'ai été surprise de l'apaisement que j'ai retrouvé tout d'un coup, alors que ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Aujourd'hui, malgré ces mystères, le MDR connaît un véritable engouement et de plus en plus de praticiens se forment à cette méthode. La santé encore avec l'ouverture aujourd'hui du salon de la traçabilité. Savoir d'où viennent les aliments, quel est le circuit depuis la crise de la vache folle, c'est devenu une exigence dans l'agroalimentaire. Exemple ici avec la chaîne du froid. Mais c'est à la maison, du côté du consommateur, qu'elle est le plus souvent rompue. Laurence Decherf, Didier Dahan. Les ficelles de la conservation des produits frais, les consommateurs semblent bien les connaître. Je pense que c'est la première chose que je fais en arrivant, quoi. Je range les produits frais au frigidaire. Je les transporte le plus rapidement possible, c'est-à-dire qu'en général, je passe par les produits frais en fin de course, de manière à ce que ça ne reste pas trop longtemps. Je crois qu'il y a des bactéries à ce moment-là qui s'installent dans les aliments. Grâce à des puces électroniques insérées notamment dans des yaourts factices, l'enregistrement des variations de température révèle à quel endroit la chaîne du froid est rompue. 86% des produits sont bien conservés en usine et dans les camions, 70% dans les magasins, mais seuls 32% sont conservés dans les meilleures conditions chez les consommateurs. Il y a encore des efforts à faire à la maison. La température de conservation est inscrite sur les emballages et de même qu'on fait très attention à la date limite de consommation, il faut faire très attention à la température de conservation. 1 heure de course en moyenne, certains produits fragiles comme la viande mal conservée et les ennuis commencent. Le germe de la listeria se développe plus vite si la température est élevée que si la température est froide. Donc il faut faire attention. Utiliser des sacs isothermes, vérifier la température du réfrigérateur et le nettoyer 1 fois par semaine, quelques règles d'or indispensables pour éviter tout problème de santé. On reste dans l'alimentation avec cette enquête du mensuel Que choisir sur un aliment très à la mode, notre bon vieux pain. Il en existe maintenant de toutes sortes, blanc, complet, au seigle, gros, petit. Mais justement, que recouvrent exactement ces catégories? Les compositions sont très variables, l'information souvent insuffisante. Laurent Di, Marie Laborie. À la base, c'est une pâte presque anonyme. Seulement voilà, avant cuisson, on y ajoute de la noix, des lardons, de l'olive et parfois tout en même temps. Autre exemple, pour ces futurs petits pains, ce sera grain de sésame ou de pavot. Certaines boulangeries se sont presque spécialisées dans ce type de pain fantaisie, complet, aussi céréales, etc. Tenez, nos pains au pavot, les voilà. Ici, il y a plus de 50 variétés différentes de pain, et c'est cela justement qui séduit les clients. Le pain est bon, et puis le sésame ajoute une petite touche, pas exotique, mais enfin ça change beaucoup, quoi. Beaucoup de variétés comme ça dans Absolument, oui. D'abord ça forme le goût et puis ça fait voyager déjà. Changement de décor, dans cette boulangerie on joue moins la carte authentique et pourtant l'un des produits phares ici c'est la baguette dite de tradition française. Pour la faire, de la farine, de l'eau et du levain, un pain à l'ancienne, le seul dont la fabrication soit réglementée. Mais pour une bonne baguette, de bons produits ne suffisent pas, il faut aussi le savoir-faire. La matière première qui est la farine est vivante, elle vit, il y a dedans des ferments et à nous boulangers de les provoquer pour découvrir différents goûts qui peuvent être soit lactiques, soit acétiques. Donc plus goût de yaourt ou plus goût de vinaigre. Au final, cette fameuse baguette tient plutôt bien la route, même comparée à une tradition ancienne qui serait en fait plutôt mythique que réelle. Ce qui s'est passé en France, c'est qu'on a été surtout bouleversé par la Deuxième Guerre mondiale. On a mangé un pain caca, grossier, noir, bis. Après, on a découvert un moyen de faire du pain très blanc, hyper blanc, gonflé à bloc, très beau, mais pas bon. Aujourd'hui, pour une baguette de tradition française, il vous faudra débourser entre 20 et 30 centimes d'euros supplémentaires.
En principe, le prix de la qualité. Sport, cyclisme et dopage, il n'y a pas d'affaire Cofidis, c'est ce que déclare ce soir le président de l'Union cycliste internationale, Hein Verbruggen. Déclaration optimiste démentie par un témoignage. Philippe Gaumont, mis en examen dans le dossier, a décidé de parler. Pour France 2, il est formel, rien n'a changé, ou presque, dit-il, depuis l'affaire Festina. Interview signée Nathanaël de Rinxin, Dominique Bonnet. Une semaine après le début de l'affaire Cofidis, Philippe Gaumont retrouve enfin un peu de tranquillité. Interpellé, interrogé, mis en examen, le coureur français a passé un week-end difficile. Aujourd'hui, il veut expliquer ce que lui reproche la justice. J'ai cédé à un ami de l'EPO sur sa demande sans tirer aucun bénéfice, et ça se fait souvent dans le milieu cycliste professionnel de se dépanner entre eux. C'est du dépannage sportif. Professionnel depuis 11 ans, Philippe Gaumont a vécu l'évolution du cyclisme dans les années 90, puis l'évolution des mentalités avec l'affaire Festina en 98. Je dis que ça n'a pas beaucoup changé. Ça va faire 6 ans. Il y a eu une période où tout le monde a fait attention et une période où on se dit bon bah maintenant on va plus être emmerdé. Il y a eu un changement de gouvernement au niveau du ministère des Sports et tout le monde a peut-être cru que c'était un peu fini avec le dopage en France. La lutte contre le dopage continue, mais elle n'est guère efficace. Les traditionnels contrôles sanguins et urinaires sont insuffisants. Les tricheurs connaissent la parade. Les contrôles servent, mais on sait tous à combien de jours il faut arrêter certaines substances qu'on prend. Donc ils sont obligatoires, heureusement qu'ils sont là. Par contre, pour nous, c'est assez facile de les détourner. Enfin, voilà quoi. Ça veut dire que sur une course de 3 semaines, on peut imaginer que certains puissent parfaitement tricher avec un bon calendrier pour se préparer et passer au travers des contrôles. Cela est déjà un petit peu plus délicat à partir du moment où on court pendant 3 semaines. Mais il y a moyen de prendre des produits interdits. Sans nouvelles de son employeur, Philippe Gaumont attend la suite de cette affaire qui n'a sans doute pas fini de faire du bruit dans le peloton. Tennis, déception pour les Français aux internationaux d'Australie. Amélie Mauresmo, blessée au dos, a déclaré forfait à 1 heure seulement avant son quart de finale. Amélie Mauresmo très émue. Chez les hommes, Sébastien Grosjean a abandonné au milieu de son match contre André Agassi. Il était mené 6-2, 2-0 et souffrait de la cuisse droite. Les prix Jean Gabin et Romy Schneider qui récompensent des jeunes talents du cinéma. Lauréats cette année, les voici, Laura Smet et Laurent Deutsch. Ils ont reçu leur prix hier soir à Paris. Et puis un mot de la sélection pour les Oscars. Grand favori, Le Seigneur des Anneaux, 11 nominations. Et coup de chapeau aux triplettes de Belleville, ce petit film français, 2 nominations, dont une pour la catégorie du meilleur dessin animé. Ce sera le 29 février. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet. 20h55, un film, Firelight, avec Sophie Marceau. Dernier journal, 1h10, Jean-Claude Renaud, dès 6h30 Télématin. Dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra le secrétaire général de la CFDT, François Chérec. On se quitte sur ces images du centenaire de la voiture la plus chic du monde, Rolls-Royce. 50 modèles de collection ont entamé pour l'occasion un tour du monde. Ils sont partis de Nouvelle-Zélande, un voyage qui devrait durer 8 mois. À demain.